Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la semaine, journal de la Parashat Vayakel en exclusivité pour Torah Box. La loi travail va passer. Donald Trump à marche forcée. Vive la beauté en ligne. Premier accident pour la Google Car. Le débat fait rage en France sur la proposition de loi du ministre de l'économie, du ministre du travail, sur ce qui est appelé aujourd'hui la loi travail, défendue par le ministre Khomri et Manuel Valls, Emmanuel Macron, qui font tous de cette loi la volonté de réformer la France profondément, avec principalement le quasi-enterrement des 35 heures, un encadrement beaucoup plus strict des prud'hommes, parce que tout le monde sait qu'en France, les prud'hommes sont très facilement activables pour qu'un employé puisse se retourner contre son patron, avec des tribunaux qui vont très très souvent dans le sens des salariés, de par même leur composition, et derrière des entreprises qui se retrouvent avec des sommes qu'elles peuvent parfois même ne pas payer, puisqu'il y a eu beaucoup de dépôts de bilan suite à un prud'homme qui s'est mal passé. Donc en fait, un des morceaux de la loi, c'est précisément d'encadrer, en limitant ce type de choses, en instaurant des référendums en entreprise au niveau du temps de travail, en essayant finalement de fluidifier le marché du travail français, qui est un marché assez sclérosé. Alors, c'est intéressant de mettre ça en face de la paracha de Vayakel, où c'est de la paracha vraiment du travail, puisque après avoir énuméré la construction du Mishkan, après avoir énuméré la construction des ustensiles, la paracha de Vayakel, c'est vraiment le démarrage de cette construction. Donc Betzalel et Aholiav se lancent dans un processus pour créer ce temple portatif. D'abord la structure extérieure, et ensuite le Aaron, donc l'arche, la table des pains, la menorah, les différents autels, etc., etc. Et on voit comment tout va s'articuler selon le plan qui a été mis en place. Et on voit à quel point les gens sont zélés, et chacun va essayer d'œuvrer pour avoir sa touche, sa part dans la construction du temple, chacun en fonction de sa capacité. Mais ce qui est beau de voir, c'est à quel point finalement le travail, quand il est motivé par une aspiration spirituelle, il donne des ailes. Au point que, d'une part, les appels de dons pour la construction du temple sont faits dans un temps record. D'accord, on dit qu'en 48 heures, il y avait déjà tout pour le temple. Et puis ensuite, chaque personne qui maîtrisait un art, qui maîtrisait un artisanat, a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice. Tout le monde participant d'un même élan. Et c'est précisément ça qu'on voit en balance. C'est l'idée que il faut absolument, dans le travail, donner une composante spirituelle. Il faut comprendre que quand on travaille, on est au-delà de recevoir une fiche de paye. Comme l'expliquent les sociologues, le travail, c'est bien plus qu'un salaire, c'est aussi une position sociale. Mais le travail, pour nous, c'est la faculté de nourrir ses enfants, la faculté de faire des mitzvot en faisant attention à la qualité de ton travail, en faisant attention au temps, et notamment aujourd'hui avec les nouvelles technologies, de ne pas voler son patron en multipliant le temps sur téléphone, sur Internet, etc. etc. Et parce qu'on sait bien que derrière se joue toute l'essence de ce que s'appelle la bracha. Et voilà ce qu'on voit dans cette paracha, cet engouement pour la construction du Mishkan. Le mardi 1er mars a eu lieu aux États-Unis le Super Tuesday. Alors Super Tuesday, c'est le super mardi dans les primaires américaines. Donc les primaires, c'est tout ce processus électoral interne au Parti républicain et au Parti démocrate qui doivent permettre d'élire un chef, d'élire un représentant pour la présidentielle, avec un système électoral bien spécifique, mais un jour très particulier, ce super mardi, lors duquel 12 États votent. Donc 12 des 50 États américains votent et désignent leurs candidats. A priori, puisqu'on est encore dans l'attente des résultats, Donald Trump devrait sortir grand gagnant
pour les républicains et Hillary Clinton pour les démocrates. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que personne, il y a encore un an, 8 mois, un an, quand Donald Trump s'est avancé comme s'est porté candidat, personne ne croyait qu'il pourrait réussir. A fortiori, lors de ces dérapages sur les Mexicains, des propos assez sexistes sur les femmes, des propos sur John McCain, bon, tout plein de dérapages qui ont fait que normalement l'engouement populaire aurait dû s'arrêter. Et bien c'est précisément le contraire. Plus il a été au-delà du peuple, et plus il a réussi à véhiculer une image de milliardaire pour qui tout est possible, qui justement n'avait pas froid aux yeux et pourrait redonner un peu ses lettres de noblesse à l'Amérique suite à deux mandats très faiblards au niveau politique international de Barack Obama. Alors c'est très intéressant de voir que il y a eu quelque part une occultation des responsables de politique américaine et de tous les chefs de parti, etc. Et on voit ça bien dans la paracha. On voit comment il y a marqué Anessim, que les princes ont perdu leur yud. On explique pourquoi dans la paracha les princes ont perdu leur yud. On explique que les princes ont amené les pierres de Shoham. Ça veut dire que, en réalité, la seule chose qu'ils ont pu, leur contribution au Mishkan, ça a été uniquement les pierres de Shoham. C'est-à-dire ces pierres qui servaient d'épaulettes pour le baudrier du Kohen Gadol, parce qu'il ne restait plus rien à apporter. En fait, eux, ils se sont dit, le peuple va offrir et nous on complétera. Ça veut dire que l'engouement du peuple n'a pas été pris en compte. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. Cette histoire de Donald Trump, c'est la même chose. Les gens n'ont pas vu derrière ça un engouement populaire. Ils pensaient que c'était un coup de mode. Et donc finalement, même les spécialistes américains n'ont pas attendu Donald Trump aussi haut à ce moment-là de l'élection. Maintenant, pour nous, c'est très intéressant de toujours comprendre que dans la vie, il y a des mitzvot qui passent, il y a des moments qui passent et qu'il ne faut pas rater. En se disant, parce que dès qu'on se dit je remets ça à plus tard, il y a toujours la possibilité de perdre la chose. Comme il y a marqué Al techametz et amatzot, on dit non, ne laisse pas gonfler les matzot, ne lis pas ça, ni Al techametz et mitzvot. Il y a une mitzvah qui passe, tout de suite il faut l'attraper. Et c'est ça que les Nessim n'ont pas réussi à faire. Et ça, c'est un point clé. Des statistiques très intéressantes qui viennent d'être publiées en France sur l'impact du monde de la beauté et l'impact surtout des soldes en ligne. Il s'avère que près d'un Français sur deux, 47% des Français précisément, en janvier, a fréquenté, a surfé sur un site de beauté. Alors, c'est impressionnant. Alors, soit on dit que c'est 95% des femmes, mais a priori, c'est pas ça la statistique. En tout cas, il y a un vrai engouement, il y a un véritable intérêt pour le corps et l'image qu'on donne aux autres. Alors maintenant, la notion de la beauté, c'est a priori une notion un peu antagonique, un peu oxymorique avec la Torah et sa profondeur. Alors c'est précisément le débat qu'a eu Moshe Rabbeinu au moment où les femmes ont fait don de leur miroir pour créer le kior. Le kior, c'était ce bassin de purification qui allait permettre de laver les mains et les pieds des Kohanim. Alors, Moshe était très embêté par ça. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça sert à de la beauté, ça sert à de l'extériorité, et je dois en faire quelque chose qui doit purifier les Kohanim pour la chose peut-être la plus sainte qui soit, avant de procéder à la avoda dans le Mishkan. Donc maintenant, Hachem lui a dit, mais pas du tout. Comprends que la beauté, si elle peut être véritablement vertueuse, si elle est destinée à donner confiance à une épouse et derrière à faire en sorte de plaire à son mari. C'est les deux emblèmes, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une femme a besoin de se trouver belle, comme le ramène la Gemara dans Shabbat. À plusieurs endroits, c'est expliqué par rapport à Bemaïsha Yotzet, dans le 6e pérec de Shabbat, marqué avec quoi une femme a le droit de sortir Shabbat. Et là-bas, il y a beaucoup de débats sur des objets de beauté, d'accord, des bijoux, certains maquillages, etc. Pourquoi? Parce que déjà dans la Gemara, il y a 3000 ans, on a compris qu'une femme a besoin de se trouver belle. Plus que ça, cette beauté-là, elle n'est
elle trouve toute sa force dans un rapport, dans un rapport de couple tel que décrit par la Torah. Et c'est intéressant de voir que la Torah n'est pas du tout en contradiction avec des notions d'extériorité, etc. Au contraire, il faut que l'extériorité serve l'intériorité. Et ça, c'est tout le message qui a été délivré par Akadosh Baruch Hu lui-même à Moshe Rabbeinu. Alors cette semaine, le premier accident de la Google Car. Alors la Google Car, c'est cette voiture sans chauffeur qui roule depuis près de 6 ans en Californie, testée par Google, qui fonctionne avec une intelligence artificielle, avec des satellites qui pilotent la voiture. Et c'est la voiture de demain, celle qui évitera tous les accidents. Alors c'est assez impressionnant parce qu'elle a déjà roulé, donc il y a plusieurs voitures en circulation évidemment, quelques dizaines de voitures. Dans chaque voiture, il y a systématiquement quelqu'un derrière, un chauffeur, parce qu'on est en phase de test. Et cette semaine, c'est la première fois qu'une Google Car est impliquée directement dans un accident. Ça veut dire qu'il y a eu déjà plus d'une quinzaine d'accidents, mais systématiquement, elle n'était pas fautive. Là, c'est la première fois que la Google Car est fautive. Alors, c'est très intéressant. On parle de près de 3,5 millions de kilomètres parcourus. Donc, un accident provoqué sur 3,5 millions de kilomètres parcourus, c'est vraiment une statistique assez forte. Mais malgré tout, là, c'était le branle-bas de combat au siège de la Google Car parce que ça veut dire que ces promesses du non-accident, elles sont limitées. Et en fait, c'est quoi le cas là-bas? C'est qu'en fait, il y a une voiture qui est en train de reculer, qui a fait une erreur de route, qui a reculé, et elle a mal appréhendé un autobus qui ne l'a pas laissé passer. L'intelligence artificielle a calculé qu'elle aurait dû le laisser passer, et donc il y a eu un choc. Alors ce qui est très intéressant par rapport à la problématique du Mishkan, et des répétitions, parce que le Mishkan a commencé par Parashat Teruma, a continué Tetzavé, Kitissa, Vayakel, elle va se terminer par Parashat Pekudé, avec 5 répétitions. Et la réalisation des répétitions dans les moindres détails. Pour expliquer que finalement, les choses qui réussissent sont les choses qui sont testées. C'est les choses qui sont revues, et revues, et revues. Et c'est ça l'enseignement du Mishkan. C'est que si un homme, il veut être un Mishkan, ce qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus important qu'une Google Car roule. Si un homme veut être un Mishkan, il faut absolument qu'il répète sa colère, son rapport à l'ambition, son rapport à la matière, son rapport à autrui, sa jalousie, etc., etc. Et il ne va pas y arriver tout de suite. Il va falloir refaire, et refaire, et refaire. Et c'est comme ça qu'il aura le mérite d'accueillir vraiment, de faire résider Akadosh Baruch Hu en lui, comme on nous l'a promis dans la Torah. Voilà, que Bezrat Hashem, chacun à notre niveau, nous arrivions à devenir un Mishkan et à faire résider dans nous et dans nos familles la présence divine. Amen, Kenny Ratson.